Bonjour à tous. Madame la vice-présidente, chère Estelle, il y a tout juste un an, à l'occasion de la Journée des droits des femmes, le 8 mars 2020, tu as, entouré d'une équipe de notaires motivés, créé Notariel, la première association des femmes notaires. C'était une excellente initiative qui répond à un réel besoin. En témoigne l'affluence aujourd'hui et qui a été dès le début soutenue par la Chambre. Soutien que je souhaite maintenir et même renforcer, tant il est aisé de constater qu'en 2021, le combat pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, plus particulièrement dans le monde du travail, est encore loin d'être gagné. Notre profession s'est, depuis les années 70, largement ouverte à nos consoeurs, fort heureusement. Quelques chiffres pour illustrer ce mouvement. Au niveau national, en 2019, la profession notariale comptait 14 968 notaires, dont 7 680 femmes pour 7 288 hommes. Allez, un léger déséquilibre en votre faveur, mes chers consoeurs. Au niveau de notre compagnie, sur les 3 départements concernés, de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, parmi les notaires chefs d'entreprise, sur les 976 notaires concernés, 404 sont des femmes, soit 41%, 306 à Paris, 45 en Seine-Saint-Denis, 53 dans le Val-de-Marne. Parmi les notaires salariés maintenant, sur les 871 que compte la Compagnie de Paris, 634 sont des femmes, soit 73%. Vous êtes 519 à Paris, 45 en Seine-Saint-Denis et 70 dans le Val-de-Marne. La féminisation de notre profession a donc bien progressé et la tendance est accélérée depuis la réforme de la loi croissance. Mais chacun a pu noter que la proportion de notaires femmes chefs d'entreprise est sensiblement moins importante que la proportion de notaires femmes salariés. Cela montre bien qu'il reste encore un bout de chemin à faire. En ce qui concerne notre Chambre, qui, je le rappelle, est composée de 27 membres élus représentant les offices de la compagnie, à 27, il est difficile de faire la parité, mais l'avantage est aux notaires femmes, avec 14 représentantes contre 13 pour les notaires hommes. En ce qui concerne le bureau de la Chambre, il est à la parité parfaite. 2 femmes, 2 hommes. À côté de moi se trouve un premier vice-président, Marc Cagnard, une vice-présidente, Estelle Amram, et le premier syndic, qui malgré son titre, est une consoeur, Viviane Beuzelin, qui assume la lourde tâche de gérer la discipline et la déontologie de la Compagnie de Paris. Mais la lutte pour le droit des femmes ne se résume évidemment pas à la seule question de la parité. Conditions salariales, conditions de travail, formation, équilibre vie privée, vie professionnelle, évolution de carrière, nombreux sont les enjeux sur lesquels nous devons débattre et œuvrer pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est la raison pour laquelle votre association, Notariel, a choisi de nous réunir aujourd'hui sur le thème « Étudiantes, futurs notaires, des clés pour bien démarrer et réussir votre carrière notariale ». Est-ce à dire que vous considérez qu'il est encore aujourd'hui, en 2021, plus difficile pour une jeune diplômée notaire de se lancer dans une carrière professionnelle au sein du notariat, d'y évoluer et de s'y épanouir? Le sujet mérite en tout cas d'être débattu. Nous sommes impatients de vous écouter sur ces questions. Chère Estelle, je te cède maintenant la parole pour que tu nous rappelles le programme de notre rencontre de ce matin et que tu puisses présenter les intervenantes que nous allons entendre. Encore merci et bonne conférence à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Cédric. Je vous remercie de vous être connectés si nombreuses et si nombreux à ce webinaire organisé à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. L'Association notarielle a souhaité cette année dédier cette journée aux étudiantes et aux étudiants de droit notarial. L'Association notarielle est la première association de femmes notaires créée en juillet 2019. Comme l'a précisé notre président, aujourd'hui, 56% des notaires du Grand Paris sont des femmes. Le nombre des notaires, de femmes notaires, est en constante progression. Toutefois, l'accession au statut libéral, associé ou individuel reste à développer. Effectivement, 70% des notaires salariés sont des femmes et 40% des notaires libéraux sont des femmes.
Et parce que nous avons une sensibilité et une perception différente, nous avons souhaité créer cette association notarielle. Je dirais également que le notariat n'échappe pas à cette tendance de regroupement professionnel féminin, au même titre que les femmes avocates, chefs d'entreprise, ingénieurs, huissiers. Nous avions envie de nous regrouper, de nous fédérer et de faire porter notre voix. L'association notarielle est une association qui regroupe les femmes notaires, quel que soit leur statut, associées, salariées, individuelles, créatrices, dans le Grand Paris, les 5 chambres et les 8 départements. Le but de notre association, dans un esprit de bienveillance confraternelle et de partage d'expériences professionnelles, évoquer des problématiques et trouver ensemble des solutions, s'entraider dans une dynamique confraternelle et accompagner les femmes dans la profession notariale et également faire connaître notre métier. C'est ce qui nous a conduit naturellement au thème de cette seconde journée. Avant de commencer à vous présenter et laisser parler donc nos intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, eh bien, je dirais que les projets de l'association notarielle sont multiples. Nous avons tout d'abord un projet tourné vers les notaires du Grand Paris. Nous souhaitons identifier, répertorier les difficultés que rencontrent les femmes notaires dans la profession et apporter un accompagnement pour la résolution des problèmes managériaux ou autres. Développer également un réseau de femmes notaires dans d'autres régions, d'autres métropoles, et je suis très fière de vous annoncer l'année dernière la création de Notariel Var, qui est une association de consoeurs très motivées, donc qui se sont regroupées sur le modèle et dans la voie de l'association notarielle. Nous souhaitons également inviter des personnalités de différents milieux pour enrichir, développer eh bien, l'aspect professionnel et personnel de la profession. Nous souhaitons créer des actions solidaires et nous souhaitons créer un système de parrainage pour accompagner les jeunes femmes qui le souhaitent dans leur carrière notariale. Et ce sont ces idées, ces objectifs qui nous ont naturellement conduits à cette seconde journée du droit des femmes organisée par l'association notarielle. La première journée était une présentation, il y a tout juste un an, le 6 mars 2020, une présentation des parcours de femmes passionnées, certaines créatrices, d'autres individuelles, d'autres associées, donc passionnées par leur métier. Cette seconde journée donc, des droits des femmes, eh bien, était une idée qui nous tenait à cœur, une idée portée vers les étudiants. Et je dirais que depuis un an, la crise du Covid a rendu ce thème encore plus prégnant. Et face à l'isolement des étudiants, eh bien, l'association a souhaité donner une vision, des perspectives et des clés pour commencer la carrière notariale. Nous avons eu envie de vous donner envie d'entrer dans cette magnifique profession et je vais pouvoir laisser la parole pour ce webinaire eh bien, à nos intervenantes. Ce webinaire se déroulera en 2 parties. Tout d'abord, la première partie qui sera donc animée par Emma Scali, qui est psychopraticienne et coach, qui nous expliquera comment agir contre les barrières limitantes. La seconde partie, eh bien, consistera dans des témoignages, donc pour vous donner les clés pour débuter et réussir votre carrière notariale. Nous avons Caroline Archambault, qui est notaire à Paris, membre de Notariel, qui est également chargée d'enseignement au DSN de Paris et donc tutrice. Et nous aurons 2 notaires stagiaires qui ont fait le plaisir de nous rejoindre, Émilie Proutot et Mélanie Mathias. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et je laisse la parole à Emma Scali. Bonjour. Je suis Emma Scali, comme vous venez de me présenter. Merci beaucoup. Je suis donc psychopraticienne, psychothérapeute et coach. Et en fait, je vais vous parler un petit peu des croyances limitantes. Alors, ma présentation, elle va se dérouler, disons, un petit peu en 3 temps. Je vais d'abord vous expliquer d'où viennent, en fait, nos barrières limitantes ou nos croyances limitantes. Ensuite, je vais orienter ça un tout petit peu plus du côté des femmes et préciser un petit peu comment ça se passe pour nous, les femmes. Et puis ensuite, dans un 3e temps, je vais vous inviter à réfléchir peut-être, ou en tout cas, plutôt vous donner des pistes sur comment vous pouvez modifier vos croyances et vos barrières limitantes.
Donc, des pistes que vous pourrez réutiliser plus tard. Alors, les croyances limitantes, c'est quoi? Eh bien, ce sont des obstacles psychiques, en fait, qui nous pourrissent un peu la vie, puisque ces croyances-là, ce sont des croyances qui nous empêchent, en fait, d'entreprendre et même parfois de rêver. Et elles apparaissent, en fait, comme des obstacles, d'une certaine façon, sur notre chemin de la réussite, de l'épanouissement personnel et de l'épanouissement professionnel. En fait, elles entravent le quotidien de beaucoup de personnes et aussi des femmes. Alors, où est-ce qu'elles se situent, ces croyances limitantes? Eh bien, elles sont tapies dans l'ombre de notre cerveau et elles font partie de certitudes, en fait, qui ont été d'une certaine manière acquises au fil du temps et qui résultent de certains traumatismes ou d'habitudes qui nous ont freinés, en fait, dans notre évolution. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes faits absolument de croyances et de toute croyance, parce que j'ai envie de dire personne n'a vraiment accès à la vérité absolue, mais n'empêche que nos croyances à nous, eh bien parfois elles nous phagocytent et elles vont nous enfermer en fait dans une espèce de zone de confort qui est pas forcément très confortable, mais qui va nous empêcher d'oser et qui va nous contenir à un endroit qui est pas exactement celui où on voudrait rester. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'échec ou parce que parfois on a peur de la réussite. Donc, ça va être des doutes, en fait, qui vont être matérialisés d'une certaine manière par des phrases types et qui sont pas forcément fondées sur qui nous sommes véritablement. Alors, ces croyances-là, elles nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel et je vous disais que j'allais vous évoquer les origines, eh bien, elles sont héritées à partir de ce qu'on a appris ou à partir de sa propre expérience. Alors là, je vais vous demander un tout petit peu d'attention et je vais vous expliquer un concept qu'on connaît en Gestalt thérapie, qui est le concept du cycle de contact et de la mise en place des résistances et des mécanismes de défense. Alors, tout ce qu'on vit, vous et moi, depuis qu'on est né, en fait, se déroule sous la forme d'un cycle, en fait. On arrive au monde, on naît, on devient ado, puis là, notamment plein de jeunes femmes qui sont avec nous aujourd'hui, on va rentrer dans la vie professionnelle, on devient vraiment un adulte qui s'assume, et puis à la fin, eh bien, on passe à la maturité, et puis c'est la fin un petit peu de l'histoire. C'est la même chose quand vous voyez un personnage dans un film au cinéma, vous découvrez son histoire, puis il va traverser une situation compliquée, il va vivre des obstacles, ça va être très très fort, et puis il va apprendre quelque chose, et puis ensuite c'est la fin du film. Autre exemple, quand vous avez faim, par exemple, vous pouvez sentir votre besoin, vous allez aller vers quelque chose que vous avez envie de manger, et puis au moment où vous vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manger? J'ai peut-être envie de manger une pomme, je vais croquer dans la pomme, je digère ma pomme, et puis j'ai plus faim jusqu'au prochain cycle. C'est un peu ce qui se passe aussi là maintenant ensemble, on va vivre un cycle d'1 heure. Eh bien, ça, c'est quand tout se passe bien. Quand tout se passe bien, on vit des cycles complets. Sauf que, eh bien, vous et moi, on a fait l'expérience de tas d'arrêts de cycle. Et je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple d'une petite fille qui s'appelle Juliette. Juliette, elle rencontre une copine à l'école, Zoé. Elles sont super contentes, elles s'entendent bien. Et le soir, elle rentre à la maison et elle a envie de raconter à son papa et à sa maman comment c'était trop génial d'avoir rencontré Juliette. Sauf que, donc elle va aller voir papa tout de suite, parce que papa, il s'occupe de sa petite sœur et il a l'air plus disponible et tout, mais papa, il n'a pas le temps. Parce que Zoé, sa petite sœur, elle est malade. Et donc, en fait, Juliette, elle ne peut pas raconter en fait ce qui lui est arrivé dans sa rencontre à l'école. Et à l'intérieur d'elle, en fait, ça fait crac, 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 crac. Elle est un peu triste de ne pas être entendue. Elle va voir sa maman, mais sa maman, elle travaille. Donc, elle n'a pas le temps, elle est très occupée. Et donc, elle dit à Juliette, écoute, tu me raconteras ton histoire plus tard. À l'intérieur de Juliette, ça fait triste, mais c'est pas très grave. Imaginons maintenant que la petite sœur de Juliette, en fait, elle a une maladie chronique et que son papa, eh ben, il s'en occupe beaucoup, et sa maman, elle travaille beaucoup. Et ben, Juliette, elle a l'impression que quand elle a quelque chose à dire, elle n'est pas très entendue, en fait. Quand elle va grandir, c'est pas très grave, mais elle va mettre en place ce qu'on appelle une résistance, c'est-à-dire un mécanisme de défense, une croyance que quand elle a quelque chose à dire, eh ben, on va pas l'écouter. Quand elle va être plus grande, qu'est-ce qu'elle va faire, Juliette? Par exemple, si elle a envie de partager quelque chose, elle va apprendre qu'il vaut mieux se taire, en fait.
Et c'est ça une croyance. Et donc, ce mécanisme de défense-là va faire que, par exemple, dans son job, elle va pas oser parler, ou bien si elle rencontre, je sais pas moi, un jeune homme dont elle tombe amoureuse, et elle va pas oser lui dire parce qu'elle a retenu que dans la vie, quand on a quelque chose à dire, c'est pas toujours entendu, il n'y a pas toujours la place. Donc, pour ne pas souffrir, elle préfère ne pas dire. Eh bien, des croyances limitantes comme ça, on en a plein, et des résistances, on en a plein. Parmi les grandes résistances qu'on a, on a ce qu'on appelle les introjections, c'est-à-dire des choses qu'on a avalées de la vie sans le prémâcher, des règles comme ça qu'on a apprises de l'extérieur et qui peuvent être héritées notamment du modèle sociétal et patriarcal. Du type, les femmes doivent être douces, gentilles, elles doivent rester à leur place, ne pas être trop ambitieuses et tout ça. Et ça, on l'a avalé comme une règle en fait. Et même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, de manière inconsciente en fait, eh bien ça se vit dans le cerveau en arrière-plan. Et ça va faire qu'on va avoir du mal à s'en dépêtrer parce que du coup, on va être coincé dans un rôle, dans une image que les femmes se sont créées pour elles-mêmes sans vraiment vouloir se le créer, mais qui sont vécues comme des vérités intrinsèques. Et donc, ces croyances-là, qui sont acquises depuis l'enfance, au cours de l'histoire, et qui ont mis un petit peu des étiquettes, on va avoir du mal, en fait, à les départir. Alors, chez les femmes, c'est particulièrement prégnant parce que on s'est rendu compte, par exemple, il y a une étude qui a été faite il y a une 8aine d'années à peu près à la Société Générale et qui m'avait profondément marquée, qui était sur la différence entre les hommes et les femmes. Et on s'était rendu compte, par exemple, qu'un homme postulait à une offre d'emploi lorsqu'il répond à au moins 35% des critères exigés, alors qu'une femme, elle postule seulement si elle répond au moins à 90% des critères exigés. Vous voyez un petit peu la différence. L'homme, il y va, il se lance s'il correspond à 35%, la femme à 90%. Et ça vient signifier que nous sommes nos propres censeurs, en fait. Et tout ça vient de l'éducation que nous avons reçue, bien entendu. En fait, si vous voulez, ce qui domine aussi beaucoup les femmes, c'est la volonté en fait d'être parfaite, de réussir absolument, et on a envie en fait de prouver que on sait faire, qu'on est parfaite. Il y a des experts en leadership en fait qui ont analysé les évaluations à 360 degrés en fait de femmes dirigeantes et d'hommes, et en fait ils se sont rendus compte que les femmes dirigeantes en fait elles sont souvent perçues comme aussi compétentes que les hommes. En réalité, elles sont même parfois jugées plus efficaces que leurs collègues masculins dans des domaines aussi essentiels que la prise d'initiative, la recherche de résultats, etc., etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'elles font dans leurs auto-évaluations? Eh bien, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dures envers elles-mêmes. Donc, elles ont du mal, en fait, à apprécier leur qualité. Ce qui prouve, en fait, que la confiance des femmes, eh bien, c'est quelque chose de compliqué et qu'elles ont du mal, nous avons du mal, je suis une femme aussi, donc nous avons du mal, en fait, à nous faire confiance véritablement. Et ça vient d'un driver. Alors, les drivers, c'est ces introjections dont je parlais tout à l'heure, les vérités, en fait, qu'on a attrapées toutes prêtes, comme sois sage, sois poli, sois gentil, ce genre de choses. Qui sont un petit peu en même temps, c'est pas que négatif, hein, parce que être poli c'est pas mal quand on est en société, être gentil, la gentillesse c'est aussi une grande qualité. N'empêche que si c'est tout le temps, en fait, eh bien ça devient problématique. Et un des drivers top chez les femmes, c'est sois parfaite. Ça nous guide bien et ça pose des problèmes parce que on se rend compte que des hommes qui sont parfois moins qualifiés ou moins préparés vont pas réagir, vont pas réfléchir 2 fois avant d'agir, alors que des femmes qui peuvent être très qualifiées et très préparées, elles vont encore hésiter. Et le problème du perfectionnisme, c'est qu'il est impossible à atteindre. Donc, lier sa confiance et la confiance qu'on a en soi à la perfection, eh bien, ça va poser évidemment des difficultés. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est s'autoriser à être assez bonne,
Et là, j'aimerais vous donner la référence d'un psychanalyste qui s'appelle Donald Winnicott, qui n'a pas du tout travaillé sur la posture des femmes au travail, pas du tout. Il s'est intéressé aux mamans. Mais c'est assez intéressant ce qu'il dit. En fait, il dit qu'il ne faut pas chercher à être une mère parfaite. D'abord qu'on ne peut pas l'être, mais qu'en plus, c'est pas très bon pour le bébé, pour l'enfant. Pourquoi? Parce que en voulant être une mère parfaite, on met beaucoup de pression et on ne s'autorise pas à être faillible. Et donc, ça va créer quelque chose dans la relation où finalement, ça va être moins fluide. Et il dit, lui, en fait, il faut être une mère suffisamment bonne. C'est-à-dire que c'est être à la fois lucide, regarder les choses telles qu'elles sont et en même temps donner suffisamment de soi, suffisamment d'amour à la relation pour que ça puisse exister. Et bien, j'ai envie de faire un peu le même parallèle dans le monde professionnel. C'est-à-dire que si vous êtes suffisamment bonne, si vous vous interrogez suffisamment sur vos qualités, mais que vous n'êtes pas parfaite, vous aurez moins de pression et vous pourrez regarder aussi les zones que vous avez à travailler, les zones où vous pouvez être faillible et donc pouvoir rentrer en dialogue. Et ça peut être une qualité très intéressante du leadership féminin, c'est-à-dire de pouvoir être à l'écoute. Alors maintenant, concrètement, comment on fait ? Si on a des barrières limitantes ou si on a des croyances limitantes, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les dépasser et pour pouvoir oser, pour pouvoir passer à la pratique? Alors, je vais vous donner quelques exemples autour des barrières limitantes et vous donner une espèce de petite méthode de travail par rapport à vos croyances limitantes. Alors, ce que vous devez faire déjà, c'est repérer quelles sont vos croyances limitantes. Alors, pour les repérer, c'est assez simple. En fait, souvent, les croyances limitantes, elles s'accompagnent de toujours, jamais, pas assez, du type à chaque fois, tout le monde pense que, voilà. Donc, j'aimerais vous inviter à réfléchir aux situations bloquantes de votre vie que vous pouvez vivre de façon récurrente. Donc, c'est de prendre peut-être un petit temps cette semaine où vous pouvez réfléchir à des situations où vous vous sentez bloqué et posez-vous la question de mais qu'est-ce que je me dis dans ces cas-là? En fait, concrètement, qu'est-ce que je me dis? Quelles sont les pensées qui viennent? Et notez-les. Et si vous repérez des jamais, toujours, personne, tout le temps, il y a des chances qu'il y ait une croyance limitante qui se situe là-dessous. Alors ensuite, deuxième étape, ce qu'il faut, c'est essayer de vous inviter à vous dire, est-ce que cette affirmation-là, elle est vraie toujours pour le coup? Est-ce qu'elle est vraiment toujours vraie? Et essayez de trouver des preuves des fois où la croyance est vraie, et puis des preuves où parfois cette croyance n'est pas vraie. Je vais vous donner un exemple du type croyance limitante, je suis trop timide. Ok ? Posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que je suis tout le temps timide? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu une fois dans ma vie où j'ai pas été timide, où j'ai été extravertie? Ensuite, autre élément très important, ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous expliquais comment se mettaient en place ces barrières, ces croyances par rapport à l'histoire de la petite fille Juliette là, et de sa petite sœur malade, eh bien, c'est qu'une croyance limitante, elle est là souvent pour vous protéger. Quand vous n'osez pas faire quelque chose, par exemple, ou pour vous protéger de souffrir. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Ce mécanisme de défense-là, il n'est pas négatif. Il faut juste essayer de le circonscrire. Et donc, pour essayer de vous débarrasser de la limitation qu'entraîne cette croyance, il va être intéressant d'essayer de reconnaître quelle est l'utilité cachée de cette croyance. Si je reprends le « je suis trop timide », par exemple, on pourrait imaginer que la protection qu'il y a derrière, c'est « je me garde de donner mon avis et de me mettre en avant », ce qui me protège du risque d'être ridicule, du fait qu'on se moque de moi. Vous voyez, c'est protecteur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se poser la question, bon, comment je peux sortir de ma coquille plus souvent sans me brûler les ailes, par exemple? Ça pourrait être intéressant. Donc, vous allez reformuler en fait votre croyance limitante en une croyance aidante. Pour commencer, c'est trouver, de faire en sorte que cette croyance ne soit plus limitante, mais qu'elle soit aidante. Elle me protège de ceci. Mais est-ce que j'ai besoin de me protéger tout le temps? Ça, c'est peut-être la question que vous pouvez vous poser de façon à pouvoir aller de l'avant. Et donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir passer à l'action parce que ça marche pas si on reste juste dans le mental. Donc, il va falloir vous donner des petits challenges, en fait, des situations où vous allez vous challenger un petit peu et pour déboulonner, en fait, la limitation de la croyance. Donc là, par exemple,
dans le cas de je suis trop timide, on pourrait imaginer que vous vous autorisiez en fait à apprendre, à partager vos idées dans des réunions avec des collègues en qui vous avez confiance. Donc comme ça, vous n'êtes pas dans un endroit où vous êtes trop en risque et qui vont être bienveillants. Autre chose que vous pourriez faire, et je pense que ça, c'est vraiment intéressant, c'est de travailler sur vos valeurs. C'est-à-dire de vous dire, qu'est-ce qui me motive moi ? Vraiment moi. Et les valeurs, c'est pas quelque chose uniquement de professionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus global par rapport à votre vision de la vie. Si vous vous battez pour vos valeurs, si vous voulez incarner vos valeurs, si vous cherchez à incarner le modèle de la meilleure version de vous-même qui incarne ces valeurs, vous aurez beaucoup plus de chances, en fait, de développer votre leadership, votre assertivité en tant que femme. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les 35% et 90%, sur le perfectionnisme. Vous allez voir qu'en fait, ça va vraiment vous permettre de vous dépasser, en fait. Et j'avais envie de vous citer l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée, en fait, d'une femme que j'ai accompagnée et avec qui j'avais travaillé sur les valeurs, justement. Et cette cliente, en fait, elle savait qu'elle devait élargir son portefeuille de clients pour obtenir une promotion au sein de sa boîte et tout ça, mais elle doutait de sa capacité commerciale parce que c'était pas directement une vraie commerciale. Et à ce moment-là, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui est important dans votre vie ? Et pas forcément dans votre vie professionnelle. Et là, elle m'a dit, moi, c'est ma fille. D'accord, très bien. Et elle a commencé à décrire avec passion, en fait, le modèle de ce qu'elle voulait pour sa fille. Je lui ai dit, c'est super. On va l'appliquer pour vous maintenant. Et comment vous pouvez faire pour ça ? Et donc, vous voyez qu'on a déplacé, en fait, quelque chose qui était juste le pro-pro, mais on en a fait, en fait, vraiment ses valeurs profondes et elle a pu les incarner, en fait, dans son travail. Donc, ce qui est très important, c'est de prendre conscience de ce qui vous bloque. C'est la première étape essentielle et de réfléchir à quelles sont ces croyances. Est-ce qu'elles sont vraiment, est-ce que vous les adoptez finalement ou est-ce qu'elles viennent de la société ? Comment est-ce que vous pouvez mettre en place des objectifs professionnels par rapport à ça à travers des petits challenges, surtout des petits pas des choses trop fortes. Et puis ensuite, de passer à l'action. Et pour ça, et je vais peut-être terminer là-dessus, j'aimerais vraiment que vous deveniez vos meilleurs amis. Alors, comment on fait ça ? Vous allez imaginer que vous êtes votre propre meilleur ami. D'accord ? Et j'imagine, moi, que votre meilleure amie, elle n'aura pas une vision de vous absolument parfaite, mais elle valorisera, en fait, vos qualités. Vraiment ce qui ressort de votre personnalité, en fait. Et ça, si vous étiez votre vrai meilleur ami, vous prenez n'importe qui, vous vous dites, bon, voilà, je suis la meilleure amie, alors je pourrais le faire avec moi, je suis la meilleure amie d'Emma. Qu'est-ce que je pense d'Emma ? Et je vais lui parler avec discernement et lucidité. Et là, vous notez les choses et vous lui dites aussi, mais tiens, Emma, c'est quoi tes victoires ? Qu'est-ce que tu as déjà réussi à faire ? Ça va développer votre assertivité, ça va modifier vos croyances et tout ce que vous croyez, en fait, après se répercute dans vos habitudes. Et vos habitudes, elles se répercutent dans votre vie de manière plus générale à travers des objectifs. Et après, ça fait de vous la notaire, disons, que vous aimeriez incarner. Et surtout, continuez bien à penser à vos valeurs. C'est pourquoi vous avez choisi ce métier. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? Parce que ça, c'est aussi très féminin et c'est une qualité très positive qui va vous différencier de vos collègues hommes, mais qui en même temps va faire que vous allez pouvoir travailler main dans la main et être complémentaires et avancer ensemble. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur les croyances ou barrières, mais je crois que je préfère croyances que barrières, parce que les barrières, il y a quelque chose d'un peu fermé comme ça. Je crois que c'est pas fermé, je crois que c'est à la fois quelque chose de positif et à la fois quelque chose qu'on peut modifier. Voilà. Merci beaucoup Emma, c'était très clair et merci pour tous ces outils et ces éclairages effectivement pour nous permettre d'appréhender les barrières limitantes et puis de les dépasser, les modifier. Merci beaucoup Emma. Avec plaisir. Et je suis prête à répondre à toutes les questions. Il n'y a pas le micro, Estelle. Pardon, je disais, si vous aviez des questions, n'hésitez pas, il y a effectivement un onglet questions et Emma, comme toutes nos intervenantes, se font un plaisir de vous répondre. Eh bien, nous passons à Caroline. Caroline, eh bien, je te laisse te présenter et puis nous donner ces clés pour commencer et poursuivre la carrière notariale. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Caroline Archambault. Donc, je suis notaire à Paris, intervenante au DSN, membre de Notariel, bien entendu, et également tutrice d'une notaire stagiaire.
Alors, quels sont les atouts pour réussir dans la profession de notaire? Alors, je dirais que vous avez déjà tous les atouts en vous pour réussir. Ça, c'est une certitude. Mais pour les développer, pour les révéler, il faut aller plus loin et se poser la question, quel est le métier de notaire? Qu'est-ce qu'un notaire au final? Effectivement, le notaire, c'est une personne qui a une grande connaissance juridique. Et là-dessus, je dirais qu'on est tous égaux. On a tous fait la faculté, on a tous les connaissances juridiques. Donc finalement, comment faire la différence? Quels sont les autres atouts qui vont me permettre de réussir et de pouvoir m'imposer et trouver ma place finalement dans cette profession? Eh bien, il faut prendre du recul sur le métier de notaire. Le notaire, il fait du droit, certes, mais pas que. Le notaire, c'est également quelqu'un qui a une relation client. Et ça, c'est essentiel d'avoir en tête le fait que le client est au cœur de notre métier. Ça implique d'avoir une attitude, une posture, un comportement adapté. Et puis, le notaire, c'est également le rédacteur d'actes. Donc là, effectivement, vous le savez toutes. Et puis, la dernière partie, j'allais dire, de la profession de notaire qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est que le notaire, c'est aussi un chef d'entreprise. Et là, il va falloir se positionner aussi en chef d'entreprise pour pouvoir réussir et avoir cette perception du métier. Alors, tout d'abord, je dirais que le notaire, c'est une personne qui a des relations. La relation clientèle, elle est essentielle. Effectivement, vous allez avoir des clients tous les jours, que ce soit par téléphone, que ce soit par courriel, que ce soit en rendez-vous. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique de faire preuve de psychologie, d'écoute, d'empathie. Ce sont des choses qu'on ne va pas vous apprendre effectivement à la faculté. Donc là, avec votre sensibilité, j'allais dire, vous avez donc tous les atouts pour réussir à avoir cette écoute du client, cette empathie également. Quand vous allez avoir une succession, vous devez faire preuve d'empathie vis-à-vis de votre client, vous devez avoir de l'écoute également, que peu importe son projet, mais vous devez écouter son projet justement pour pouvoir l'aider, à l'accompagner, lui trouver les meilleures solutions. Il faut également parfois, c'est peut-être le plus difficile, mais faire preuve de fermeté, savoir dire non aussi à son client quand il veut faire quelque chose qui n'est pas possible et lui expliquer avec psychologie que c'est quelque chose qui n'est pas possible juridiquement, mais lui proposer une autre solution. Donc, l'idée là, c'est vraiment de vous dire qu'il faut faire preuve d'écoute, d'empathie vis-à-vis de son client. Et pour ça, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est n'hésitez pas à aller en rendez-vous. Dans votre pratique, dans vos stages, bien souvent, vous vous dites non, je n'ai pas le temps, je vais rédiger mon acte, j'ai plein de choses à faire. Non, n'hésitez pas à aller en rendez-vous, accompagner le notaire ou votre tuteur, peu importe. Allez en rendez-vous avec le client. Voyez comment le notaire lit l'acte, comment il réagit aussi face aux questions du client, parce que le client, il vient, par exemple, pour acheter un bien immobilier. Mais si vous avez un couple qui n'est pas marié, qui n'est pas pacsé, il peut très bien vous interroger sur mais qu'est-ce qui se passe si mon conjoint décède et autres. Donc, il faut savoir aussi être prêt à répondre à toutes ces questions. Donc, ça, c'est essentiel. Allez également en rendez-vous lorsqu'il y a des confrères, parce qu'on est quand même aussi avec parfois d'autres notaires et il faut savoir effectivement à la fois défendre son client, mais à la fois respecter son confrère, parce qu'on est aussi dans une confraternité, on doit toujours agir avec bienveillance. Donc ça, ce sont des choses que vous allez acquérir en allant vraiment en rendez-vous, que ce soit extérieur, tout simplement quand vous êtes représenter un vendeur ou n'hésitez pas à demander à aller en rendez-vous avec le notaire pour une lecture d'acte, pour une prise tout simplement de contact avec un client. Mais ça va vous permettre d'acquérir une certaine aisance, de voir aussi quelle attitude à adopter pour avoir la confiance du client. Il faut aussi savoir s'imposer et avoir cette confiance du client qui est donc au cœur de notre métier. Donc ça, c'est des choses essentielles. La deuxième chose et la deuxième partie du métier de notaire, vous vous en doutez, le notaire, il est rédacteur d'actes. Mais pas que. Il faut absolument dans votre profession que vous ayez en tête tout le cheminement de l'acte, à savoir qu'il y a des formalités préalables à faire, demander tout un tas de pièces, savoir les analyser,
Alors, bien souvent, là, je m'adresse plus aux notaires stagiaires ou aux futurs notaires. Quand vous arrivez dans vos études, vous vous dites oui, demandez les pièces, pourquoi faire, c'est à une assistante de le faire. Alors, pas du tout. Ne raisonnez jamais comme ça. Il n'y a pas de sous-tâche, il n'y a pas de tâche ingrate dans notre métier. Il est essentiel de savoir demander les pièces d'un dossier pour pouvoir les analyser, anticiper toutes les difficultés juridiques qui pourront se présenter. Ensuite, vous rédigez votre acte, vous l'étudiez avec votre tuteur, le notaire, peu importe quel est le fonctionnement dans l'étude où vous êtes. Mais pareil, quand vous rédigez l'acte, ne soyez pas la personne qui clique sur le bouton « Je trame mon acte » et posez-vous des questions, allez bien plus loin. Relisez toutes les clauses des actes. Je me rends compte en tant qu'intervenante en DSN que bien souvent, les étudiants ne lisent pas toutes les clauses des actes, ne les adaptent pas. Donc, allez plus loin, ayez vraiment ce recul sur les actes, sur les clauses, soyez proactifs, faites des propositions. Vous avez ces connaissances juridiques. On ne vous reprochera pas d'avoir tenté quelque chose et d'avoir voulu solutionner un problème juridique que vous avez vu. On ne vous le reprochera pas. Osez. Ayez vraiment soyez proactive. Et puis, dans cette rédaction d'actes, il y a aussi les formalités postérieures. Bien souvent, on se dit, le notaire, il a rédigé son acte, il fait le rendez-vous avec le client, il signe, on se salue, on se dit au revoir, et puis tout va bien. Eh bien, non, il faut également, j'allais dire, que vous voyez au-delà de cette simple signature. Une fois qu'on a signé, il y a toutes les formalités postérieures. Là encore, la formalité postérieure, c'est publier son acte. Alors, vous allez me dire, il y a le service formalité qui est là pour ça dans nos études. Oui et non. Le service formalité, il n'est pas là pour récupérer vos erreurs que vous allez faire. Le service formalité, il est là pour vérifier et s'assurer de la bonne publicité de l'acte. Alors, c'est une petite nuance, mais qui a son importance. Vous serez un bon notaire, vous serez un bon rédacteur si vous savez publier vos actes. Donc là encore, j'ai un conseil à vous donner, c'est aller voir le service formalité, demandez à publier vos actes. On ne vous reprochera jamais d'avoir cette ambition, d'avoir cette envie, cette curiosité de savoir comment fonctionne un acte, quel est son parcours, allez jusqu'au bout et voyez la formalité de la publicité foncière. Allez voir les formalités, comprenez ce cheminement. C'est très important, ça ne fera de vous qu'un meilleur notaire. Il ne faut pas oublier que le notaire, il a quand même le monopole de la publicité foncière, donc il faut savoir la maîtriser, il faut savoir la comprendre. Et puis, c'est important d'avoir cette vision globale de l'acte, mais ça ne s'arrête pas simplement à cela. C'est-à-dire qu'il faut également voir la taxe de l'acte. Alors, qu'est-ce que c'est la taxe de l'acte? C'est comprendre comment on va effectivement prendre les émoluments du notaire, comment on va prendre toute la fiscalité de l'acte. Là encore, je vous dirais, allez voir votre service taxe. Pourquoi c'est essentiel? Parce que en tant que futur notaire, il faut absolument que vous compreniez comment fonctionne le métier, cette profession, comment l'acte va être tarifé. Je pense que vous le savez, nous avons donc un tarif réglementé des notaires et puis il y a des actes qui ne sont pas tarifés. C'est pareil, intéressez-vous à ces deux, j'allais dire, ces deux façons d'être rémunéré. Il faut connaître les actes qui sont tarifés, les actes qui ne sont pas tarifés pour pouvoir demander éventuellement des honoraires à bon escient. L'autre jour, j'ai un confrère qui m'a demandé des honoraires sur un acte qui était tarifé. J'étais bien embêtée de lui répondre avec bienveillance, mais gentiment, mon cher confrère, cet acte est tarifé, on ne peut pas prendre d'honoraires. Donc ça, ce sont des choses où il faut absolument que vous intéressiez à ça. Vraiment, ne vous contentez jamais de le notaire et rédacteur d'acte. Anticipez, voyez tout ce qu'il y a avant à faire. Rédigez votre acte en vous posant des questions, pas en vous
retranchant derrière le logiciel. Voyez les formalités postérieures. Interrogez-vous sur la taxe. La taxe est aussi essentielle puisque c'est ce qui permet de mettre en place nos émoluments. Et les émoluments du notaire, ça va être aussi la manière dont l'étude va être rémunérée. Et pourquoi c'est important? Parce que ça m'amène à mon troisième point, qui est que le notaire est un chef d'entreprise. Et si vous êtes un chef d'entreprise, forcément, savoir la vie de l'étude, comprendre effectivement votre rémunération, c'est important. Alors, le notaire est chef d'entreprise. Effectivement, il faut que vous ayez cette vision-là d'être un futur manager. Vous devez donc avoir des notions tout simplement en droit du travail, gérer du personnel. Donc, ça implique encore une fois d'avoir de l'écoute. Donc, je vais rebondir sur ce que j'ai dit au début. Il y a l'écoute client, cette psychologie, cette empathie, cette relation que vous devez avoir avec votre client. Et puis, il y a cette écoute vis-à-vis de votre personnel. Vous avez cette gestion du personnel, il faut savoir le gérer, il faut avoir un peu cette posture aussi de manager, savoir s'imposer, toujours avec bienveillance, avec écoute. Donc vous, dans vos études, c'est pareil, interrogez-vous sur la manière dont est managée l'étude, la manière dont fonctionnent les équipes, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que au contraire vous aimeriez améliorer. Positionnez-vous, interrogez-vous sur ces notions-là. Et puis, outre manager, si vous êtes chef d'entreprise, réfléchissez aussi au fait que y a une stratégie entrepreneuriale à prendre. En tant que chef d'entreprise, vous devez prendre des décisions, vous avez des choix stratégiques à faire, vous avez également des process à mettre en place dans votre entreprise pour que cela fonctionne. Et ça, il faut que vous l'ayez vraiment à l'esprit. Ne vous contentez pas simplement d'être je suis notaire stagiaire, j'arrive dans mon étude et je rédige mon acte, j'applique bien mes petites connaissances juridiques. La différence, elle va se faire sur autre chose. Les connaissances juridiques, je dirais, vous allez toutes les avoir, c'est pas vraiment le sujet. L'atout majeur, et là vous allez faire la différence, c'est vraiment en étant proactive, à savoir vraiment aller poser des questions, aller demander à faire des formalités de la taxe, intéressez-vous à cette profession, voyez le notaire dans toutes ses casquettes, à la fois chef d'entreprise, rédacteur d'actes, homme de relations. Prenez vraiment du recul sur cette profession, ayez une vision globale. On ne vous reprochera jamais de vous intéresser, d'avoir ce recul. Bien au contraire, c'est faire preuve d'intelligence. Vous arrivez à vous positionner et à comprendre quel est votre futur métier. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous donner comme conseil, en tout cas, pour réussir dans cette merveilleuse profession qui est le notaire. Merci beaucoup Caroline pour tous ces points extrêmement précis, extrêmement aidants pour commencer sa carrière et puis pour la poursuivre. Merci beaucoup. Et je passe la parole tout de suite à Émilie. Émilie, écoute, nous t'écoutons pour ton retour d'expérience. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de prendre part à cette conférence aujourd'hui. Donc, en quelques mots, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Émilie Proutot, je suis notaire stagiaire dans une étude dans le 17e arrondissement de Paris, donc Rochelor et Associés. Je suis à côté, par contre, je suis mes cours en fait à Lyon, à l'INFN de Lyon, et je suis dans le service droit de la famille de Maître Julien Notaire. Donc, moi, j'ai choisi en fait de profiter de cette conférence pour échanger surtout sur ce qui vous attend prochainement et surtout en cette période un peu difficile pour vous. Je voulais vous permettre de vous projeter, on va dire, dans votre avenir professionnel assez proche. Donc, notamment à propos de votre stage de DSN. Alors, je voulais commencer par vous dire que vous avez beaucoup de chance d'être déjà sur Paris parce que franchement, moi, j'ai commencé
en fait, dans les études à Lyon, donc plus une petite étude rurale. Après, j'ai été un petit peu plus en centre-ville, donc dans une grosse étude. Et là, c'est vrai que depuis 6 mois maintenant, je suis sur Paris. Et en fait, bon, déjà, vous êtes formés par les meilleurs, enfin les notaires associés souvent ou les notaires salariés, qui sont dans leur spécialité, sont extrêmement brillants. Enfin, c'est impressionnant tous les jours de les voir en rendez-vous et s'exprimer et expliquer aux clients. Et c'est vrai que bon, il y a aussi cette sensibilité chez les femmes qu'on retrouve, et même chez les hommes, moins souvent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette empathie avec le client. Et là, quand je suis montée, j'étais vraiment impressionnée par ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi une clientèle donc, qui est différente. Et en fait, c'est pas forcément les sommes que vous allez traiter, mais c'est surtout les dossiers et la complexité qui va avec. Donc, c'est vrai que nous, ça nous permet, par exemple, beaucoup de travailler sur le démembrement des droits sociaux. Là, on traite par exemple des donations partage transgénérationnelles, on est sur la création d'un fonds de pérennité, enfin, c'est des choses que vous pouvez voir nulle part ailleurs et c'est hyper stimulant. Tous les jours, on s'ennuie jamais. Et c'est vrai que moi, j'avais eu un peu peur durant mes premiers stages et les journées étaient un peu longues et là, on ne les voit pas passer. Donc, c'est vrai que c'est assez agréable. Donc, moi, je voulais vous conseiller surtout, pour débuter votre carrière notariale, pour moi, c'était surtout débuter par un bon stage, en fait, en études, parce que comme la notaire associée chez qui j'étais et j'ai débuté en licence, m'avait déjà dit, la première chose, qu'elle m'avait averti, elle m'a dit que pour bien débuter, ces 2 années de stage, c'est vraiment primordial. Ça va vous former pour toute votre carrière. En fait, c'est vraiment un atout majeur si vous recevez une formation complète. Et donc, en fait, j'aimerais vous partager tous les petits conseils et les petites astuces qui m'ont aidé pour à la fois être épanoui dans son stage et être véritablement bien formé par le notaire qui sera votre tuteur. Donc déjà, je voulais vous parler un petit peu dans un premier temps des offres de stage. Alors, moi, je sais que je consultais souvent donc, sur un groupe Facebook Notaire Recrutement et sur une base officielle des notaires des offres de stage qui étaient mises en fait tous les jours par les notaires et les études. Donc déjà, ils peuvent vous parler un petit peu des spécialités dans lesquelles vous pourrez travailler, ou c'est plus généraliste. Donc, je vous fais parvenir les liens par le chat tout à l'heure. Et aussi, n'hésitez surtout pas en fait à postuler de vous-même. Enfin, moi, je me souviens que j'avais envoyé une vingtaine de candidatures, lettres de motivation et CV à toutes les études sur Lyon qui pouvaient m'intéresser. Enfin, vraiment maximiser vos chances. Donc, très souvent, vous allez avoir une réponse pour une proposition d'entretien et très souvent, ça sera favorable à la suite de cet entretien. Donc, en fait, ce qui va vraiment vous poser problème, ça va être de choisir. Enfin, moi, c'est plus ça qui m'a posé souci. Et la plupart de mes camarades, c'était pareil. On a eu des réponses positives à la suite des entretiens, mais on ne savait pas pourquoi dire non à telle étude, pourquoi aller plus dans cette autre étude. Et on avait peur, en fait, de se tromper et voilà, d'être déçu ensuite par la suite ou de regretter. Donc, c'est vrai que je vais vous parler maintenant des petites interrogations par lesquelles je suis passée. Et donc, des conseils qui pourront vous permettre un petit peu d'anticiper ces difficultés. Alors déjà, il faut un petit peu vous projeter et vous demander si vous souhaitez vous spécialiser directement dans votre stage ou si vous souhaitez rester plus généraliste. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, ça ne m'appartient pas. Mais donc, alors déjà, il y a beaucoup de professeurs, moi je m'en souviens pendant mes cours, qui nous disaient « faut commencer, il faut toucher beaucoup à tout, donc il faut se diriger vers les petites études, c'est que dans ces études que vous pourrez vraiment voir des successions, des ventes, etc. » Donc, c'est vrai. Voilà, j'ai constaté vers mes camarades que oui, ceux qui sont dans une étude avec 1 ou 2 notaires associés, ils ont plus l'opportunité de toucher à tout. Mais c'est pas non plus tout le temps vrai. Moi, quand j'ai postulé dans une petite étude, le notaire associé, ils étaient 2. Ils m'ont clairement fait comprendre, mademoiselle, si vous venez ici, ça sera de l'acte au courant, ça sera pas autre chose. Donc, c'est pas toujours vrai non plus. Il faut vraiment poser les questions durant l'entretien pour pas être surpris par la suite. Parce que moi, j'ai demandé si je pouvais également traiter un petit peu des actes en droit de la famille, tels que des donations. On m'a dit oui, on vous en passera une dans l'année. Donc, voilà. Après, donc, je voulais aussi vous dire que si vous avez en fait une matière qui vous plaît particulièrement, foncez. Enfin, une spécialité qui vous attire plus. Faut pas non plus se mettre de barrières, justement, pour reprendre un petit peu les termes d'Emma. Voilà, parce que en fait, quand
quand on est attiré, c'est vrai qu'on a plus le choix d'être épanoui tous les jours dans ce qui nous plaît. Et moi, je me souviens qu'en fait, ce qui m'a aussi permis de me décider, c'était d'avoir fait en amont des stages. Donc, durant ma licence, chaque été, j'ai fait des petits stages, même 3 semaines, même pas, c'est pas grand-chose, mais ça permet en fait d'avoir un premier visuel sur ce qui vous attend. Et c'est vrai que bon, quand je rédigeais certains actes, on regarde vite les heures défiler et on se dit bon, c'est un petit peu long, la journée passe lentement. Et on se demande comment on va tenir sur la durée. Donc, c'est vrai après, on se dit, bon, est-ce que c'est ce qui me correspond vraiment? Donc, ne vous inquiétez pas si vous passez par ces étapes-là, parce qu'on y passe un petit peu tous. Et c'est ce qui m'a, moi, poussé en fait, à me diriger vers le droit de la famille et un mix droit des sociétés. Parce que c'est vraiment ce qui m'attirait. J'ai fait mon mémoire sur le démembrement des droits sociaux et je l'ai pas du tout subi. Enfin, j'arrivais plus à m'arrêter. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je me dirige dans ces matières-là qui m'attirent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur de travailler ici. Et je suis ravie par ce que je fais. Et j'ai une autre amie qui est montée également en fait de la promo sur Paris. Et elle, c'était pour se spécialiser en DIP. Donc, ça lui a plu également et là, elle est ravie. Donc, vraiment, si vous avez une spécialité qui vous attire, n'hésitez pas. Et ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est que là, je sais qu'il y a des Master 1, je crois, et des Master 2. Donc, si jamais vous avez le temps, en fait, en amont de ce stage de DSN, d'intégrer une étude, même celle qui vous attire, en fait, dans laquelle vous vous projetez pour plus tard réaliser votre DSN, vous pouvez commencer par l'intégrer. Et en fait, ça vous permet d'avoir un premier visu sur ce que vous pouvez traiter. Et aussi, ça vous permet d'avoir un pied en fait dans l'étude. Et si jamais justement vous souhaitez postuler, souvent le notaire retiendra votre candidature et se dira bon, je connais cette personne, elle travaille très bien, ça sera elle et j'étudierai même pas les autres candidatures. Donc c'est vraiment, ça vous permettra de voir si ça vous plaît, et si ça vous plaît pas, comme ça vous êtes engagé en rien. Parce que justement, je voulais aussi vous dire que j'ai d'autres camarades, là, je les ai vus ce week-end, donc de ma promo. Donc eux, ils sont vraiment mal dans leurs études. Il y en a 2 qui veulent changer d'études, mais bien sûr, une fois qu'on y est, c'est pas aussi facile que ça. Donc ils veulent changer d'études et les 2 sont en immobilier complexe et traitent de la VFA à la chaîne. Donc toujours le même acte, aucune formation, pas du tout de notaire présent. Et on les avait un petit peu prévenus parce qu'on leur a dit attention, demandez bien dans quoi vous allez travailler et ils sont allés tête baissée et maintenant ils regrettent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment interagir avec le notaire lors de l'entretien et lui demander où est-ce qu'il vous voit après et dans quoi vous allez travailler. Donc du coup, je voulais maintenant vous parler un petit peu justement de cet entretien. Et justement, je revenais un petit peu sur ce que disait Caroline par rapport à votre tuteur. En fait, il faudrait vraiment lui demander. Donc moi, pendant l'entretien, je demandais si on allait me prendre en rendez-vous, si on pensait nous faire assister, parce que c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir quelqu'un qui vous forme et quelqu'un qui est présent. Et en fait, ça peut paraître anodin, mais les rendez-vous, on apprend beaucoup de choses lors de ceci. En fait, même pendant mes cours là, à la fac, j'ai pu intervenir de nombreuses fois pour des questions de professeurs, et c'était grâce à ces rendez-vous. Donc voilà, demandez bien si vous allez être pris en rendez-vous. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps de parole. Oui, Émilie. Tu es passionnée, c'est formidable. Désolée, mais tu es passionnée, il va falloir laisser. Est-ce que tu peux nous donner en quelques phrases ta conclusion parce qu'il faut vraiment que je laisse à Mélanie, la pauvre. Voilà, pas de suite, juste 2 petites choses. Donc, posez juste la question au notaire s'il prévoit vraiment de vous prendre en rendez-vous parce que c'est important. Et deuxième technique, un petit peu plus officieuse, c'est si jamais il y a déjà des gens que vous connaissez en DSNN+1, vous pouvez les contacter sur Facebook ou LinkedIn pour savoir comment ça se passe eux dans cette étude parce que souvent, il y a déjà un notaire stagiaire dans l'étude et moi, je sais que je passais par ce biais-là et donc je leur demandais comment ça se passait, etc. Tous les moyens sont bons. Donc voilà, pour savoir dans quelle étude vous allez être. Donc, je finirai par vous dire qu'il ne vaut donc plus par rapport à cette journée de la femme, qu'il ne faut pas vous décourager si certaines remarques peuvent vous blesser. Moi, je sais que quand je suis partie à Paris, donc j'ai dit que je souhaitais monter pour faire du droit des sociétés, etc. Un camarade s'est retourné et m'a dit tu vas surtout monter pour faire des cafés. Voilà. Donc après, il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. Après, il s'est avéré que j'ai majoré la promotion, donc ça m'a fait relativiser. Mais c'est vrai que sur le coup, vous vous posez des questions, vous remettez en cause, vous dites surtout quand vous partez, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'entourez-vous de bonnes personnes en fait qui vous valorisent et qui vous rabaissent pas. Pour revenir aussi un petit peu à ce qu'Emma disait, faut vraiment avoir confiance en soi et ne pas laisser les autres vous porter préjudice.
Merci de m'avoir écouté et désolée d'avoir dépassé un petit peu. Il n'y a pas de- On fera un webinaire plus long la prochaine fois, je pense que c'est sûr. Merci beaucoup, Émilie. Mélanie, écoute, on te laisse la parole. On va dépasser un petit peu, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Je te remercie Estelle. Donc bonjour à tous. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mélanie Mathias. Je suis en 2e année d'INFN, donc voie professionnelle. Et du coup, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant que je travaille en alternance dans une étude. Donc je suis là pour vous faire une petite présentation de mon expérience. Et en fait, j'ai fait du coup une présentation assez différente de celle d'Émilie. Donc je trouve que c'est pas mal. On va se compléter. Donc j'espère que ça va être sympa pour vous. Alors, je tenais par commencer à vous dire que finalement, comme toute personne qui est déjà passée en fait par cette étape d'apprentissage du métier de notaire, j'apprends encore évidemment le fonctionnement d'une étude, les codes pour ce métier évidemment, et ainsi que toutes les connaissances juridiques, mais aussi sociales. L'avantage, je trouve, dans cette formation, c'est que vous êtes assisté finalement d'un tuteur, d'une tutrice, d'un notaire, peu importe en fait en fonction du mode de fonctionnement de votre étude, mais vous n'êtes pas non plus normalement, on va dire, vous n'êtes pas censé être lâché dans la nature dans une étude sans personne pour vous appuyer. Attention, ceci étant, je tenais quand même à vous dire que c'est pas parce que vous aurez un tuteur, une tutrice, un notaire, une équipe avec qui travailler que le matin, vous devez arriver, vous asseoir sur votre chaise et un peu attendre qu'on vous donne du travail, qu'on vous dise comment ça se passe. Je vais m'expliquer un peu mieux, c'est-à-dire que c'est un métier où vous devez être active. C'est très important, il faut être curieux intellectuellement. Allez chercher en fait, c'est-à-dire n'attendez pas non plus que tout se passe, que tout vous arrive dans les mains. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir apprendre en fait. Pour revenir sur ce que disait Émilie, bien souvent dans les études parisiennes ou en tout cas dans les études dans les grandes villes, vous êtes dans des domaines assez spécialisés. Soit vous le choisissez, soit vous y êtes, vous voyez, éventuellement vous demandez à changer, peu importe. De toute façon, il faut apprendre et vous apprendrez, j'estime, peu importe le service dans lequel vous êtes. Mais si vous voulez, par exemple, moi, vous voyez, je suis plutôt en immobilier. Si je veux faire un petit peu de dossier en famille, c'est simple, j'en discute aujourd'hui avec ma tutrice et j'ai même un tuteur, une tutrice aussi en droit de la famille. On voit ensemble en fonction de ma charge de travail, je vais en faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne devez pas vous mettre de barrière aussi parce que vous êtes dans une spécialité. J'estime et j'espère que c'est comme ça aussi et que ce sera comme ça dans vos études, mais on vous reprochera pas d'aller en fait demander à voir autre chose en fait. Ça fait partie de votre formation, donc n'hésitez jamais. C'est pareil, vous avez un dossier avec une question un peu compliquée. Vous pouvez par exemple le signaler. Moi, je sais que c'est assez comme ça que je fonctionne. Je le signale à ma tutrice, mais je vais faire mes recherches. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus attendre qu'on me donne la réponse tout cru dans les mains. Pour apprendre, il faut aussi essayer. On ne vous reprochera jamais non plus d'essayer. Ce serait assez malvenu qu'on ne se mente pas. Mais donc, essayez et faites vos recherches. Vous faites votre point en fonction de vos recherches. Et puis après, effectivement, vous en discutez. C'est oui, c'est bon, c'est pas bon. On embellit, c'est pas un souci. Vous n'aurez jamais l'air idiot. Ne vous mettez jamais de barrière. Sincèrement, ce serait dommage. Idem, si dans votre étude, vous avez la chance d'avoir des formations qui sont dispensées ou des formations aussi avec l'école. L'école de notariat, on dispense pas mal. Faites-les. On est quand même dans un domaine où ça change souvent et où finalement avoir des points de vue un peu pratiques, un peu différents, ça ne peut que vous embellir votre propre expérience. Faites le maximum de formation. Et encore une fois, pour rebondir sur ce qu'a dit Caroline, sur ce qu'a dit Émilie, assistez au rendez-vous. C'est-à-dire que on est là pour apprendre, hein, sincèrement. La pratique, malgré les cours à la fac, malgré les cours à l'école, la pratique, on ne la connaît pas, on l'apprend sur le tas et c'est normal. Et je trouve qu'assister au rendez-vous, c'est extrêmement formateur. Déjà, ça vous permet d'apprendre, si vous voulez, la posture à adopter face au client, la posture à aussi adopter avec le notaire en rendez-vous ou le confrère. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas inné, on l'apprend et c'est très important. Donc, n'hésitez encore une fois jamais à demander à assister à un rendez-vous, même si, par exemple, c'est un rendez-vous qui n'est pas forcément dans votre domaine de spécialité. Il y a pas de souci, vous pouvez assister au rendez-vous et au contraire, sincèrement, je vous le conseille. Finalement, vous vous rendrez compte, et moi, c'est un peu
que je me suis aperçue, c'est-à-dire que pour réussir pleinement cette formation d'alternance, cours, boulot, avec les codes aussi de comportement à adopter, soyez surtout sérieuse dans votre travail, soyez organisés. Moi, par exemple, on m'avait donné des petites astuces quand je suis arrivée. Par exemple, si j'ai une tâche à faire la semaine d'après, le mois d'après pour des relances, pour des demandes de pièces ou autre, par exemple, truc tout bête, mais je me le note dans mon agenda. Donc comme ça, dans mon agenda Outlook, quand j'arrive le matin, ça met une petite notification. Si vous avez des dossiers assez importants, n'hésitez pas par exemple aussi à vous faire des tableaux Excel. Surtout si vous travaillez avec une équipe, ça permet à chacun de le modifier. Vous faites des codes couleurs, c'est très organisé, ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs des très bonnes astuces aussi si vous êtes amené à faire du télétravail. Moi, j'en ai fait un petit peu pour le coup, avec cette année assez particulière. Ça peut être assez déroutant au début, c'est-à-dire que moi, j'aime bien mon cadre de travail, j'aime bien venir à l'étude, j'aime bien être avec mes collègues, je me sens bien dans mon cadre de travail. Quand vous vous retrouvez un peu tout seul devant votre écran, il faut s'y habituer. Mais une fois que vous êtes organisé, généralement, ça ne vous posera pas de soucis. Et je voudrais également rebondir aussi sur le relationnel, c'est-à-dire que on a parlé effectivement avec toutes les interventions du relationnel client, effectivement, c'est important, c'est au cœur du métier. Il faut apprendre effectivement le comportement, la façon de s'exprimer avec le client. Sachez aussi que c'est très important d'établir un relationnel aussi dans votre étude, qu'elle soit grande, petite, que vous fonctionnez en équipe ou pas. Apprenez à connaître vos collègues. Ne restez pas tout seul dans votre coin, c'est pas la peine. Et au contraire, échangez, que ce soit pour des questions juridiques, mais aussi dans des méthodes de travail. C'est-à-dire que plus vous allez échanger, plus on va vous donner des astuces et plus vous allez vous-même trouver votre méthode de travail. Et ça, je pense que c'est très important. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'ailleurs de me faire des marques aussi dans mon équipe. Maintenant, ça fonctionne très bien. Et pour moi, c'était vraiment important justement d'être dans une étude avec des gens qui sont bienveillants, avec des gens qui sont sympas, qui sont heureux d'être là et qui partagent avec vous en fait toutes leurs connaissances. Et c'est un point très important et vous verrez que si vous réussissez à trouver effectivement ça, vos 2 années d'alternance, elles vont très bien se passer parce qu'on va pas se mentir, c'est beaucoup de travail, c'est compliqué, on peut être fatigué. Mais quand vous avez des gens avec lesquels ça passe bien, avec lesquels vous savez aussi prendre un peu de temps pour rigoler, pour décompresser ou pour parler un petit peu de vos cours aussi quand vous êtes stressé parce qu'ils sont tous passés par là quasiment, je vous assure que ça fait du bien. C'est important d'avoir ce cadre de travail. Donc voilà, n'hésitez jamais à parler, on ne vous fera jamais ce reproche-là. Jamais on vous dira non, je ne réponds pas à votre question. Franchement, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça vous arrive à vous également. Et puis, voilà, moi, ce que je voudrais vraiment dire pour terminer, c'est qu'en fait, je pense que pour bien réussir, pour être à l'aise aujourd'hui dans votre formation, vous devez vous montrer vraiment curieuse, intellectuellement, de toutes les questions qui peuvent se poser, finalement, de toutes les façons de faire dans votre travail. C'est-à-dire que il faut commencer par demander les pièces. Il faut commencer par faire effectivement des choses qui ont l'air entre guillemets assez simples. Mais si vous comprenez pourquoi vous le faites, comment vous le faites, vous allez savoir rédiger derrière, vous allez comprendre le mécanisme aussi et vous allez continuer en fait, sans vous en rendre compte finalement, vous allez continuer à apprendre. Demandez toujours, vous n'aurez jamais l'air bête, mais demandez toujours pourquoi je dois le faire. Moi, je sais que je l'ai fait et ça m'a jamais posé problème. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise en fait. Donc, je continue à augmenter dans mes compétences. Donc, n'hésitez jamais, voilà, soyez curieux, ayez envie d'apprendre. C'est pareil, soyez naturel, ne cherchez pas à en faire de trop, il n'y a pas de raison. Vous arrivez au taf avec le sourire, il n'y a pas de raison, ça va le faire. Et puis voilà, soyez naturel et puis normalement, tout se passera bien pour tout le monde. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup. Écoutez, merci à toutes. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux à vous connecter. On a eu plusieurs échanges sur le chat. C'était très sympathique. Eh bien, écoutez, merci Caroline, merci Mélanie, merci Emma, merci Émilie. Et puis, on se donne un objectif l'année prochaine en présentiel. Allez, très bon après-midi et bien... On va faire en sorte d'appliquer tous les excellents conseils que vous nous avez donnés aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais ravie d'être avec vous toutes et de partager ce moment. Alors, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.